j'avais les mains qui tremblaient. Je regardais la feuille devant moi et je ne comprenais pas toutes les questions. Et là, j'ai pensé, pourquoi est-ce que j'ai décidé de passer cet examen? Bonjour mon ami, et bienvenue. Aujourd'hui, je vais te raconter toute mon expérience avec l'examen du niveau B1 en français, depuis le début jusqu'à la fin. Les bons moments, les mauvais moments, les moments où j'avais envie d'abandonner et les moments où j'étais fière de moi. C'est une histoire longue, mais je pense qu'elle peut aider, surtout si tu veux passer cet examen toi aussi, ou si tu apprends le français et que tu veux savoir comment ça se passe vraiment. Avant de commencer, j'ai une question pour toi. D'où est-ce que tu regardes cette vidéo? Écris-le dans les commentaires. Par exemple, tu peux écrire je regarde depuis le Maroc ou je regarde depuis le Canada. Ça me fait vraiment plaisir de savoir d'où viennent les personnes qui me suivent. Allez, écris ton pays dans les commentaires, je lis tout. Bon, maintenant, commençons depuis le tout début. Je suis originaire d'Afrique du Sud. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, et ma langue maternelle, c'est l'anglais. Chez moi, on parle aussi une autre langue locale, mais le français, ce n'était pas du tout quelque chose que j'entendais dans ma vie quotidienne. Le français, pour moi, c'était une langue étrangère, une langue que j'associais à d'autres continents, à d'autres cultures. Ce n'était pas ma langue, et au début, je ne pensais pas du tout que je pourrais l'apprendre vraiment bien. Alors pourquoi est-ce que j'ai commencé à apprendre le français? C'est une bonne question. Honnêtement, au départ, ce n'était pas vraiment mon choix. Ma mère voulait que j'apprenne une troisième langue. Elle disait toujours que parler plusieurs langues, c'est une chance dans la vie, que ça ouvre des portes, que ça donne plus d'opportunités. Et elle avait raison, bien sûr, mais à l'époque, moi, j'avais d'autres choses en tête. J'avais mes amis, mes activités, ma musique. Apprendre le français, ce n'était pas vraiment dans mes plans. Mais ma mère est quelqu'un de très déterminé. Et moi, j'ai fini par accepter. J'ai commencé à prendre des cours de français dans une école de langue dans ma ville. C'était des cours le soir, 2 fois par semaine. La première fois que je suis entrée dans cette salle de classe, je me souviens que j'étais un peu nerveuse. Il y avait d'autres étudiants, des gens d'âge différents, certains plus jeunes que moi, d'autres plus vieux. Et notre professeure était une femme très patiente, très douce, qui expliquait tout très clairement. Les premiers cours, c'était les bases. Bonjour, bonsoir, je m'appelle, j'ai tel âge, je viens de tel pays. Des choses simples. Et franchement, au début, j'aimais bien. C'était facile, c'était amusant, et j'avais l'impression d'apprendre vite. Je rentrais à la maison et je pratiquais devant mon miroir. Je disais bonjour, je m'appelle, je viens d'Afrique du Sud. Et je me sentais bien, je me sentais intelligente. Mais assez rapidement, les choses ont commencé à devenir plus difficiles. Les verbes irréguliers. Oh là là, les verbes irréguliers. En anglais, les verbes irréguliers existent aussi, mais en français, il y en a tellement, et ils sont tous différents les uns des autres. Aller, venir, faire, être, avoir, prendre, pouvoir, vouloir, chaque verbe avait ses propres formes, et il fallait les mémoriser. Je passais des heures à écrire les conjugaisons dans mon cahier.
Je faisais des listes, je relisais mes notes, mais le lendemain matin, j'avais tout oublié. Et puis il y avait les genres. En anglais, les objets n'ont pas de genre. Une table, c'est juste à table. Mais en français, une table, c'est féminin. Un livre, c'est masculin. Et parfois, la logique n'était pas claire pour moi. Pourquoi est-ce qu'une voiture est féminine? Pourquoi est-ce qu'un soleil est masculin? Je posais ces questions à ma professeure et elle riait un peu et elle disait, c'est comme ça en français, il faut accepter et mémoriser. Ce n'était pas la réponse que je voulais entendre, mais j'ai compris qu'il fallait juste travailler. Après environ 6 mois de cours, ma professeure m'a dit que j'avais atteint le niveau A2. C'est-à-dire que je pouvais comprendre des phrases simples, je pouvais parler un peu de moi-même, de ma famille, de mes habitudes. Mais c'était encore très limité. Je ne pouvais pas avoir une vraie conversation. Si quelqu'un parlait trop vite, ou utilisait des mots que je ne connaissais pas, je perdais le fil complètement. C'est à ce moment-là que ma professeure m'a suggéré de viser le niveau B1. Elle m'a expliqué ce que c'était. Le B1, c'est le niveau intermédiaire. C'est le niveau où tu peux te débrouiller dans la vie quotidienne dans un pays francophone. Tu peux comprendre les grandes lignes d'un texte ou d'une conversation sur des sujets familiers. Tu peux écrire un texte simple sur des sujets qui t'intéressent. Et tu peux parler sans préparation d'une expérience ou d'un événement. Ça m'a paru ambitieux, vraiment ambitieux. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais encore très lente à comprendre, et quand je parlais, je cherchais mes mots tout le temps. Mais ma professeure croyait en moi, et ça m'a donné envie d'essayer. Alors j'ai commencé à me préparer sérieusement pour le niveau B1. Et là, mon mode de vie a vraiment changé. Je ne prenais plus seulement des cours 2 fois par semaine. Je travaillais le français tous les jours. Le matin avant l'école, le soir avant de dormir, la fin de semaine. Le français était partout dans ma vie. J'ai commencé à écouter des émissions audio en français. Au début, je ne comprenais presque rien. Les gens parlaient si vite, et même quand je réécoutais plusieurs fois, certains mots restaient mystérieux. Mais j'ai continué. J'écoutais les mêmes épisodes encore et encore. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre plus de choses. Pas tout, mais plus. J'ai aussi commencé à regarder des séries et des films en français. Avec les sous-titres en français, d'abord. Pas en anglais, parce que si j'avais les sous-titres en anglais, je lisais juste l'anglais et je n'apprenais rien. Avec les sous-titres en français, je pouvais lire et écouter en même temps, et ça m'aidait vraiment à connecter les mots écrits avec les mots prononcés. Parce que la prononciation française est vraiment quelque chose de particulier. Un mot peut s'écrire d'une façon et se prononcer d'une façon complètement différente. Beaucoup ne se dit pas beaucoup comme ça semble évident. Non, en réalité, ça sonne d'une certaine manière, et il faut s'y habituer. Mon ami, je veux parler aussi de quelque chose d'important, les ressources que j'utilisais. Parce que je pense que les ressources, c'est vraiment crucial quand on prépare un examen de langue. Et moi, j'en ai essayé beaucoup. J'avais des applications sur mon téléphone. J'aimais bien celles qui proposaient des exercices rapides, des petits exercices,
des cartes de mémorisation. C'est utile pour mémoriser le vocabulaire, pour garder les mots dans la tête. Mais j'ai vite compris que les applications seules, ça ne suffisait pas. Une application ne peut pas te préparer à écrire un texte complet ni avoir une vraie conversation. Il faut plus que ça. J'ai aussi utilisé des livres de préparation à l'examen. Des livres avec des exercices, des exemples de textes, des conseils. Ces livres m'ont beaucoup aidé à comprendre ce qu'on attendait de moi dans l'examen. Parce que l'examen B1, il a une structure précise. Il y a une partie compréhension orale, une partie compréhension écrite, une partie production écrite et une partie production orale. Et chaque partie a ses propres règles, ses propres attentes. Il faut connaître ces règles avant le jour de l'examen. La compréhension orale, c'était ma partie la plus difficile. Écouter du français parlé par des gens qui ne sont pas ma professeure, des gens avec des accents différents, des gens qui parlent à une vitesse normale, c'était vraiment dur. À l'examen, tu écoutes des enregistrements audio et tu dois répondre à des questions. Et les enregistrements, on les écoute 2 fois. 2 fois seulement. Donc il faut être très concentré, très attentive, et prendre des notes pendant qu'on écoute. Pour m'entraîner à ça, je me suis créé une routine. Chaque jour, j'écoutais un enregistrement que je n'avais jamais entendu avant. Je m'interdisais de réécouter plus de 2 fois, exactement comme pendant l'examen. La première écoute, j'essayais de comprendre les grandes idées. La deuxième écoute, j'essayais de trouver les détails. Et ensuite, je répondais aux questions. C'était difficile, parfois décourageant, mais avec le temps, ça s'est amélioré. La compréhension écrite, c'était un peu plus facile pour moi. Lire, ça me donnait plus de temps. Je pouvais lire plusieurs fois, je pouvais prendre le temps de réfléchir. Mais même là, il y avait des difficultés. Les textes à l'examen B1 parlent de sujets variés, la société, la culture, l'environnement, le travail, les voyages. Et parfois, il y avait des mots que je ne connaissais pas. La stratégie que j'ai apprise, c'est qu'il ne faut pas paniquer quand on voit un mot qu'on ne connaît pas. Il faut essayer de comprendre le sens du mot grâce au contexte. Regardez ce qui vient avant et après le mot inconnu. Souvent, on peut deviner à peu près ce que ça veut dire. La production écrite, c'est la partie où on doit écrire un texte. À l'examen B1, on doit écrire un texte d'environ 160 à 180 mots. Le sujet peut être, par exemple, écrire une lettre à un ami pour parler d'un événement, ou décrire un lieu, ou donner son opinion sur quelque chose. Ce n'est pas très long, 160 mots. Mais il faut que le texte soit organisé, clair, et sans trop fautes. Pour m'entraîner, j'écrivais des textes tout le temps. J'écrivais surtout ma journée, ma fin de semaine, ma famille, mes opinions sur des sujets différents. Et ensuite, je montrais ces textes à ma professeure qui les corrigeait. Grâce à ces corrections, j'ai appris mes erreurs les plus fréquentes. Par exemple, j'oubliais souvent les accents. En français, les accents sont importants. Un mot avec un accent peut avoir un sens différent d'un mot sans accent. Où et où, par exemple, c'est très différent.
ou veut dire or en anglais, et ou veut dire where. C'est une petite différence à l'écrit, mais c'est une grosse différence de sens. J'avais aussi tendance à mélanger les temps. En français, il faut choisir entre l'imparfait et le passé composé pour parler du passé, et ce n'est pas toujours évident. Grossièrement, le passé composé, c'est pour les actions précises, les événements qui ont eu lieu une seule fois. Et l'imparfait, c'est pour les habitudes du passé, les descriptions, les situations qui duraient dans le temps. Mais dans la pratique, c'est beaucoup plus nuancé, et j'ai mis longtemps à vraiment bien comprendre ça. Et puis, il y a la partie production orale. Pour moi, c'était la partie qui me mettait le plus sous pression. Pas parce que c'était la plus difficile techniquement, mais parce que c'est en face d'un examinateur. Un vrai être humain, en face de toi, qui t'écoute, qui t'observe. Et moi, quand je suis nerveuse, je perds mes mots. Je sais quelque chose, mais l'émotion me bloque le cerveau. À l'examen B1, la production orale se passe en plusieurs moments. D'abord, il y a un monologue. On te donne un sujet et tu dois parler pendant 2 ou 3 minutes sans t'arrêter. Le sujet est souvent quelque chose de personnel ou de quotidien. Ensuite, il y a un dialogue avec l'examinateur sur un sujet particulier. L'examinateur joue un rôle et tu dois interagir avec lui, comme dans une vraie situation de la vie. Pour m'entraîner à la production orale, j'ai fait quelque chose qui me semblait bizarre au début, j'enregistrais ma voix. Je prenais un sujet, et je parlais toute seule, et j'enregistrais. Ensuite, j'écoutais l'enregistrement et j'identifiais mes problèmes. Est-ce que je parlais trop vite? Est-ce que je faisais de longues pauses? Est-ce que je répétais trop les mêmes mots? Est-ce que ma prononciation était compréhensible? C'est une méthode un peu inconfortable, parce qu'on n'aime pas vraiment entendre sa propre voix. Mais c'est vraiment utile. En écoutant mes enregistrements, j'ai réalisé que j'avais une habitude que je ne connaissais pas. Je disais toutes les 5 secondes. Je disais par exemple, je pense que, c'est important parce que, et c'était vraiment beaucoup. Et en situation d'examen, ça donne l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on veut dire. Alors j'ai travaillé pour réduire ces J'ai appris à faire des pauses silencieuses plutôt que de remplir le silence avec des sons. J'ai aussi pratiqué l'oral avec d'autres personnes. J'ai trouvé des partenaires de pratique linguistique sur Internet. Des personnes qui apprenaient l'anglais et qui voulaient pratiquer avec quelqu'un de natif. On faisait des échanges, une partie de la conversation en français pour moi, une partie en anglais pour eux. Ces conversations étaient vraiment précieuses. Parce que c'est différent de parler avec une professeure ou de parler toute seule. Avec une vraie personne, il y a des imprévus. La personne dit quelque chose que tu n'attends pas, et tu dois répondre en temps réel. C'est exactement ce qui se passe pendant l'examen. Mon ami, laisse-moi te parler de la période juste avant l'examen. Les 2 semaines avant le grand jour. Parce que c'était une période très particulière pour moi. D'un côté, j'avais fait beaucoup de travail. Des mois de préparation. Je sentais que mon niveau avait vraiment progressé. Je pouvais avoir des conversations en français. Je pouvais écrire des textes relativement corrects.
je comprenais mieux les enregistrements audio. Il y avait une partie de moi qui se sentait prête. Mais d'un autre côté, il y avait une autre partie de moi qui paniquait complètement. Cette autre partie se demandait si tout ce travail était suffisant. Est-ce que j'allais oublier tout ce que j'avais appris au moment de la pression? Est-ce que l'examinateur allait me comprendre? Est-ce que je comprendrais les enregistrements? Cette anxiété, elle était réelle. Et je pense que c'est normal. Beaucoup de personnes ressentent ça avant un examen, surtout un examen dans une langue étrangère. Parce que c'est différent d'un examen dans ta propre langue. Dans ta propre langue, tu as confiance. Tu sais que tu peux t'exprimer. Mais dans une langue étrangère, cette confiance est plus fragile. Elle peut s'écrouler sous la pression. Pour gérer cette anxiété, j'ai essayé plusieurs choses. D'abord, j'ai essayé de maintenir ma routine normale. Dormir suffisamment, bien manger et faire un peu d'exercice. Ces choses basiques sont vraiment importantes pour rester lucide et concentré. Quand on est fatigué ou sous pression, on fait plus d'erreurs. Et avant un examen, on n'a pas besoin d'erreurs supplémentaires. J'ai aussi parlé avec des gens qui avaient déjà passé l'examen B1. J'ai lu des témoignages en ligne, j'ai regardé des vidéos de personnes qui racontaient leur expérience. Et ça m'a beaucoup aidé de réaliser que je n'étais pas la seule à avoir peur. Beaucoup de personnes avaient eu exactement les mêmes craintes que moi. Et elles avaient réussi. Ça m'a donné de l'espoir. Dans les derniers jours avant l'examen, je n'ai pas fait de choses nouvelles. Ce n'est pas le moment d'apprendre de nouvelles règles de grammaire ou du nouveau vocabulaire. C'est le moment de réviser ce qu'on sait déjà, de se rassurer, de se préparer mentalement. J'ai relu mes notes, je me suis rappelé les structures que je connaissais bien, les mots que j'utilisais avec confiance. J'ai fait quelques exercices d'entraînement pour rester en forme, mais sans me mettre trop pression. La veille de l'examen, j'ai fait quelque chose d'important. J'ai préparé tout ce dont j'avais besoin pour le lendemain. Mon document d'identité, mes crayons, tout ce que l'examen demandait. Je me suis couché tôt. Et j'ai essayé de dormir. Ce n'était pas facile, parce que mon cerveau continuait à penser, à réviser, à imaginer des scénarios. Mais j'ai fini par m'endormir. Le matin de l'examen, mon ami, je vais te dire comment j'étais un mélange de tout. J'étais nerveuse, excitée, terrifiée et prête en même temps. Ces émotions contradictoires en même temps. J'ai pris un bon petit déjeuner, parce que l'estomac vide, ça ne favorise pas la concentration. J'ai bu mon thé. J'ai écouté quelques minutes de musique que j'aimais pour me détendre un peu. Et ensuite, je suis partie. Le centre d'examen n'était pas très loin de chez moi. J'y suis arrivée un peu en avance, ce que je recommande à tout le monde. Arriver en retard à un examen, c'est commencer avec un désavantage énorme. La pression de courir, de chercher la salle, de s'installer en vitesse, ce n'est pas une bonne idée. Mieux vaut arriver tôt, s'installer calmement, observer les autres candidats. En attendant que l'examen commence, je regardais les autres personnes qui attendaient aussi. Il y avait des personnes de toute nationalité, de tous âges. Des visages tendus,
des personnes qui relisaient leurs notes de dernière minute, d'autres qui semblaient déjà calmes. J'ai essayé de me concentrer sur ma propre préparation plutôt que de comparer mon niveau avec celui des autres. Et puis l'examen a commencé. La première partie, c'était la compréhension orale. On nous a distribué les feuilles de questions, et ensuite les enregistrements ont commencé. La première chose que j'ai remarquée, c'est que le son était très clair. Cela m'a vraiment rassurée. Parfois, on imagine que ça va être difficile à entendre, que le son sera mauvais. Mais non, c'était bon. Le premier enregistrement, c'était une conversation entre deux personnes dans un magasin. Les questions portaient sur ce que voulait acheter la personne, et combien ça coûtait. C'était plutôt accessible. J'ai compris les grandes lignes lors de la première écoute, et la deuxième écoute m'a permis de confirmer mes réponses. Le deuxième enregistrement était plus difficile. C'était une personne qui parlait de son travail, de ses horaires, de ses responsabilités. La personne parlait à une vitesse normale, pas trop vite, mais il y avait quand même des passages que je n'ai pas bien compris. J'ai essayé de rester calme et de me concentrer sur ce que je comprenais. Ne pas paniquer quand on ne comprend pas quelque chose, c'est une compétence en soi. Il y avait encore d'autres enregistrements. Une annonce de radio, je crois. Des gens qui discutaient d'un projet. Chaque fois, je prenais mes notes, je répondais aux questions du mieux possible. Quand la partie compréhension orale était terminée, j'ai soufflé. C'était la partie que j'avais le plus redoutée, et je l'avais traversée. La compréhension écrite, c'était ensuite. On nous a donné plusieurs textes à lire et des questions pour chaque texte. Le premier texte parlait d'un phénomène social, quelque chose lié aux habitudes des gens dans les grandes villes. Le deuxième texte était une sorte d'article de magazine sur un sujet culturel. Et le troisième texte, c'était un document pratique, comme une brochure ou une publicité, avec des informations concrètes. Pour ces textes, j'ai appliqué la stratégie que j'avais apprise, lire d'abord les questions avant de lire le texte. Comme ça, quand je lisais le texte, je savais déjà ce que je cherchais. C'est une technique très efficace, vraiment. Ça aide à aller directement à l'information utile plutôt que de lire tout sans but précis. Il y avait quelques mots que je ne connaissais pas dans les textes. Mais j'ai essayé de ne pas m'arrêter trop longtemps sur eux. Je lisais la phrase entière, le paragraphe entier, et je cherchais à comprendre le sens général. Et souvent, même sans comprendre un mot précis, je pouvais répondre correctement à la question grâce au contexte. La production écrite est arrivée ensuite. On nous a donné le sujet, écrire un message à un ami pour lui parler d'un événement récent dans notre vie et lui donner notre opinion sur cet événement. C'était un sujet qui me semblait abordable. J'avais pratiqué ce type d'exercice beaucoup de fois. J'ai pris quelques minutes pour planifier mon texte avant de commencer à écrire. Qu'est-ce que j'allais raconter comme événement? Comment allais-je organiser mes idées? J'avais environ 45 minutes pour cette partie, et j'ai utilisé peut-être 5 minutes pour planifier et les 40 autres pour écrire et relire. Écrire le texte, ça s'est bien passé. J'avais mes idées, j'avais mes mots, j'avais mes structures. J'ai fait attention aux accords, aux accents, au temps des verbes. À la fin,
j'ai relu tout ce que j'avais écrit 2 fois. La première lecture, pour vérifier le sens global et la logique. La deuxième lecture, pour vérifier les détails de grammaire et d'orthographe. J'ai trouvé quelques petites erreurs. Un accord que j'avais oublié. Un mot que j'avais mal écrit. Je les ai corrigés. Et puis j'ai rendu ma copie. La production orale, c'était dans un autre moment, un peu plus tard dans la journée. C'est souvent comme ça dans les examens de langue. L'oral est organisé séparément. J'avais un peu de temps pour me préparer avant de passer devant l'examinateur. Quand mon moment est arrivé, je suis entré dans la petite salle. L'examinateur était assis derrière un bureau. Il y avait une chaise pour moi en face de lui. Il m'a souri et dit bonjour, et tout de suite, j'ai senti que l'ambiance n'était pas hostile. Ce n'est pas un tribunal. C'est un examen, oui, mais les examinateurs sont des êtres humains, et ils ne sont pas là pour te piéger. Ils veulent que tu réussisses. La première partie de l'oral, c'était le monologue. L'examinateur m'a donné un sujet. Je devais parler des avantages et des inconvénients des réseaux sociaux dans la vie des jeunes. C'était un sujet sur lequel j'avais des choses à dire. J'avais des opinions. J'ai pris 30 secondes pour organiser rapidement mes pensées dans ma tête, et ensuite j'ai commencé à parler. J'ai essayé de structurer mon discours clairement. Une introduction courte pour présenter le sujet. Ensuite les avantages avec des exemples concrets. Ensuite les inconvénients. Et une petite conclusion pour donner mon opinion personnelle. Pendant que je parlais, j'essayais de ne pas aller trop vite, de prononcer clairement, de varier mes expressions plutôt que de répéter toujours les mêmes mots. Est-ce que j'ai fait des erreurs? Oui, bien sûr. J'ai hésité à certains moments, cherché un mot que je n'ai pas trouvé immédiatement, utilisé une structure qui n'était peut-être pas parfaite. Mais j'ai continué. Je n'ai pas abandonné au milieu d'une phrase. J'ai trouvé un moyen d'exprimer ce que je voulais dire, même si c'était avec d'autres mots. Ensuite, l'examinateur a joué un rôle pour le dialogue. Il jouait un employé dans une agence de voyage, et moi je jouais une cliente qui voulait organiser un voyage. Je devais poser des questions, obtenir des informations, réagir à ses propositions. C'était un jeu de rôle assez naturel. Ce type de situation, c'est quelque chose de concret, quelque chose qu'on pourrait vraiment vivre dans la réalité. J'ai posé des questions sur les prix, les destinations, les dates, les hébergements. Je lui ai dit ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Et quand il m'a proposé quelque chose qui ne correspondait pas à ce que je cherchais, j'ai exprimé mon désaccord poliment. Je préférerais quelque chose de moins cher, si c'est possible. Est-ce qu'il y a une autre option? Ce genre de choses. Et puis c'était terminé. L'examinateur m'a remercié. Je me suis levée, j'ai dit au revoir, et je suis sortie de la salle. Mon ami, à ce moment-là, dans ce couloir, après être sorti de la salle d'examen oral, j'ai ressenti quelque chose de très particulier. Un mélange de soulagement et d'incertitude. Soulagement parce que c'était fini. Incertitude parce que je ne savais pas si j'avais réussi ou non.
L'examinateur n'avait rien dit pendant l'examen, bien sûr. On ne sait pas les résultats tout de suite. Je suis rentrée à la maison. J'étais fatiguée d'une façon que je n'avais pas souvent ressentie. Cette fatigue mentale d'avoir été concentrée pendant des heures, d'avoir mobilisé toutes mes ressources linguistiques, d'avoir géré la pression. J'ai mangé quelque chose, j'ai appelé ma mère pour lui dire que c'était terminé, et ensuite je me suis reposée. L'attente des résultats, c'est aussi une épreuve en soi. Selon le type d'examen et le centre, les résultats peuvent arriver dans les semaines qui suivent. Pendant cette période d'attente, j'essayais de ne pas trop y penser. C'était vraiment difficile. Mon esprit repassait certains moments de l'examen. Cette réponse que j'avais donnée à une question de compréhension orale, était-elle correcte? Ce texte que j'avais écrit, était-il suffisamment long et bien construit? Cette phrase que j'avais dite à l'oral, était-elle grammaticalement correcte? Je continuais à utiliser le français pendant cette période d'attente. Pas de façon intensive comme avant l'examen, mais je maintenais le contact avec la langue. Regarder des films, écouter de la musique, lire des articles. Parce que même si l'examen était passé, je ne voulais pas perdre ce que j'avais construit. Et puis, un jour, les résultats sont arrivés. Je me souviens que j'ai regardé mon écran, et il m'a fallu plusieurs secondes pour comprendre ce que je lisais. Mon cerveau refusait presque d'y croire. Et puis j'ai compris. J'avais réussi l'examen B1. Mon ami, je veux être honnête avec toi. Ce moment, c'était l'un des plus beaux moments que j'ai vécu dans mon apprentissage du français. Pas parce que c'est un simple certificat, mais parce que ce certificat représentait des mois de travail, des heures d'effort, des moments de découragement surmontés. Il représentait le fait que moi, une jeune femme d'Afrique du Sud, j'avais appris une langue qui n'était pas du tout dans mon environnement naturel, et j'avais atteint un niveau intermédiaire. C'était ma victoire personnelle. J'ai appelé ma mère. Elle a pleuré. Moi aussi, un peu. C'est elle qui avait voulu que j'apprenne le français. Et là, je lui disais que j'avais réussi l'examen. Elle était tellement fière. Et franchement, pour la première fois, j'étais vraiment contente qu'elle m'ait poussé à commencer. Maintenant, laisse-moi te partager ce que j'ai appris de toute cette expérience. Les choses que je dirais à quelqu'un qui veut faire le même chemin que moi. La première chose, c'est que la régularité est plus importante que l'intensité. Travailler 30 minutes chaque jour, c'est beaucoup mieux que travailler 5 heures une fois par semaine. Le cerveau apprend mieux quand on lui donne des informations régulièrement, en petites doses. Les langues, ça s'apprend dans la durée, pas dans l'urgence. La deuxième chose, c'est qu'il faut diversifier ses sources d'apprentissage. Ne pas utiliser qu'un seul outil. Combiner les cours formels, les applications, les émissions audio, les films, les conversations réelles. Chaque source développe des compétences différentes. Les émissions audio développent l'écoute. Les films développent l'écoute et la prononciation. Les textes développent la lecture. Les exercices d'écriture développent l'expression écrite. Et les conversations avec de vraies personnes développent la spontanéité et la confiance.
La troisième chose, c'est qu'il faut accepter l'erreur comme une partie du processus. J'ai fait des milliers d'erreurs pendant mon apprentissage. Chaque erreur m'a appris quelque chose. Si tu as peur de faire des erreurs, tu risques de bloquer ta progression. Les erreurs ne sont pas un signe d'échec. Ce sont des signaux qui t'indiquent où tu dois encore travailler. La quatrième chose, c'est l'importance du mental. La confiance en soi, la gestion de la pression, la persévérance. Ces qualités sont aussi importantes que la connaissance de la grammaire. Un étudiant très fort techniquement mais qui panique à l'examen peut échouer. Et un étudiant moins fort techniquement mais qui reste calme et utilise bien ce qu'il sait peut réussir. Travaille autant ton mental que ta langue. La cinquième chose, c'est de connaître le format de l'examen avant le jour J. L'examen B1, il a une structure précise. Il faut savoir à l'avance ce qu'on va trouver. Combien de parties il y a? Combien de temps pour chaque partie? Quel type de questions? Si tu arrives à l'examen sans connaître ces informations, tu vas perdre du temps et de l'énergie à comprendre les consignes plutôt qu'à faire les exercices. Mon ami, je veux aussi te parler de quelque chose que j'ai découvert pendant cette aventure, l'amour de la langue française elle-même. Au début, le français pour moi était juste un outil. Quelque chose d'utile, quelque chose que ma mère voulait que j'apprenne. Mais au fur et à mesure, quelque chose a changé. J'ai commencé à apprécier la langue pour elle-même. J'aimais sa musicalité et ses nuances. La façon dont les mots sonnent ensemble. Les expressions idiomatiques qui n'ont pas d'équivalent direct en anglais. Ces petites choses qui rendent une langue unique. Par exemple, j'adore l'expression avoir le cafard en français. Littéralement, ça veut dire avoir le cafard, cet insecte. Mais en réalité, ça veut dire être triste, déprimé. Et quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça tellement poétique et bizarre en même temps. Ou tomber dans les pommes, qui veut dire s'évanouir. Ces expressions imagées, ces métaphores dans le langage quotidien, elles m'ont fascinée. J'ai aussi découvert la diversité du français. Le français n'est pas seulement la langue de la France. C'est la langue officielle de beaucoup de pays en Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord, en Europe. Et dans chaque endroit, le français a sa propre couleur, ses propres mots, ses propres intonations. Moi, venant d'Afrique du Sud, j'ai réalisé que le français est aussi très présent sur mon propre continent. Des pays voisins parlent français. Et ça m'a donné encore plus de motivation pour continuer. Il faut que je te parle aussi des moments difficiles que j'ai traversés. Pas seulement les difficultés techniques avec la langue, mais les moments où j'avais vraiment envie d'abandonner. Il y a eu une période, environ 2 mois avant l'examen, où je me suis vraiment sentie découragée. Je travaillais beaucoup, mais j'avais l'impression de stagner. Je faisais toujours les mêmes erreurs. Mon niveau n'avançait plus. Et je me suis demandé si tout ce travail en valait la peine. C'est ma professeure qui m'a aidé à traverser cette période. Elle m'a expliqué qu'il y a des plateaux dans l'apprentissage d'une langue. Des périodes où on a l'impression de ne pas progresser, mais en réalité, le cerveau consolide ce qu'il a appris. Ces plateaux sont normaux,
ils font partie du processus. Et après un plateau, souvent, il y a une belle période de progrès rapide. Elle avait raison. Environ 3 semaines après cette conversation, j'ai soudainement senti que quelque chose avait changé. Je comprenais mieux. Je parlais plus naturellement. Les mots venaient plus facilement. Le plateau était terminé. Cette expérience m'a appris quelque chose d'important sur l'apprentissage en général. Il faut continuer même quand on ne voit pas les résultats immédiatement. Les résultats viennent, mais pas toujours quand on les attend. Il faut faire confiance au processus. Je veux aussi te parler des ressources que j'avais et que beaucoup de gens n'ont peut-être pas. Une professeure humaine. Avoir une vraie professeure qui corrigeait mon travail, qui répondait à mes questions, qui m'encourageait, c'était vraiment précieux. Je sais que tout le monde n'a pas accès à ça. Peut-être que tu vis dans un endroit où les cours de français sont chers ou difficiles à trouver. Peut-être que tu apprends entièrement par toi-même, avec Internet. Si c'est ton cas, mon ami, je veux que tu saches que c'est possible quand même. Internet a tellement de ressources gratuites aujourd'hui. Des vidéos explicatives, des émissions audio, des forums où des locuteurs natifs aident les apprenants, des plateformes d'échange linguistique. L'accès à la langue n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. Ce qui manque parfois, c'est la structure et la discipline. Mais avec un bon plan de travail et de la persévérance, on peut vraiment progresser sans cours formels. Après avoir obtenu mon B1, j'ai eu une question qui m'est venue naturellement. Et maintenant, c'est quoi la suite? J'ai continué à apprendre le français. Le B1, c'est un niveau intermédiaire. Il reste encore beaucoup à apprendre. Le niveau B2, le C1, le C2. À chaque niveau, le français devient plus riche, plus nuancé, plus complexe. Et personnellement, j'ai envie de continuer cette progression. Pas nécessairement pour passer d'autres examens tout de suite, mais parce que j'aime maintenant vraiment cette langue. J'utilise le français dans ma vie maintenant. Je regarde des contenus en français par plaisir, pas seulement pour m'entraîner. Je lis des articles, j'écoute de la musique. Et parfois, je parle français avec des personnes que je rencontre. Cette capacité à communiquer dans une nouvelle langue, c'est une liberté. C'est une fenêtre ouverte sur un autre monde. Et mon ami, quelque chose de beau s'est passé aussi. Ma relation avec l'Afrique francophone a changé. Je me suis intéressée à des cultures, des musiques, des littératures que je ne connaissais pas avant. Parce que quand on apprend une langue, on n'apprend pas seulement des mots et des règles de grammaire. On apprend une façon de voir le monde. On entre dans un espace culturel qui était fermé avant. Et ça, c'est quelque chose qu'aucun certificat ne peut vraiment mesurer. Aujourd'hui, je pense souvent à cette jeune femme que j'étais au début, celle qui entrait dans la salle de cours pour la première fois, un peu perdue, un peu réticente. Et je voudrais lui dire, continue. Même quand c'est difficile, continue. Même quand tu fais des erreurs, continue. Même quand tu ne vois pas les progrès immédiatement, continue. Parce que chaque heure de travail s'accumule. Chaque mot appris reste quelque part dans ton cerveau. Et un jour, tu vas te retrouver dans une conversation en français et tu vas réaliser que tu comprends tout,
que tu peux répondre, que tu es vraiment là, dans cette langue. Ce jour-là, tu vas être fier de toi. Et tu auras raison de l'être. Mon ami, si tu envisages de passer l'examen B1 en français, je t'encourage vraiment. C'est un objectif réalisable, même si tu pars de zéro, même si le français est très différent de ta langue maternelle, même si tu n'as pas beaucoup de ressources. Avec du travail régulier, de la méthode et de la persévérance, tu peux y arriver. Voilà quelques conseils concrets pour ta préparation. Pour la compréhension orale, entraîne-toi à écouter différents types de voix et d'accents. Ne te limite pas à un seul type de contenu audio. Écoute des conversations informelles entre amis, des annonces officielles, des reportages, des entretiens. Plus tu exposes ton oreille à la diversité du français oral, plus tu seras à l'aise pendant l'examen. Pour la compréhension écrite, lis beaucoup. Des textes de niveaux variés. Des articles, des carnets en ligne, des nouvelles simples. Quand tu tombes sur un mot inconnu, essaie d'abord de deviner le sens avant de le chercher dans le dictionnaire. Et quand tu le cherches, note-le et essaie de le réutiliser dans les jours qui suivent. Pour la production écrite, écris régulièrement. Un petit texte chaque jour si tu peux. Sur ta journée, sur un sujet qui t'intéresse, sur une opinion que tu as. Et si possible, fais corriger ces textes. Par un professeur, par un locuteur natif, par quelqu'un qui peut indiquer tes erreurs. Pour la production orale, parle. À voix haute. À toi-même si nécessaire. Prends l'habitude de penser en français. Quand tu vois un objet, dis son nom en français. Quand tu fais quelque chose, décris-le mentalement en français. Et si tu as l'opportunité de parler avec des locuteurs natifs ou d'autres apprenants, saisis-la. Et pour le mental, rappelle-toi que l'examinateur n'est pas ton ennemi. Il est là pour évaluer ton niveau, pas pour te voir échouer. Sois honnête dans ta façon de t'exprimer. Si tu ne comprends pas quelque chose, dis-le poliment. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris, pourriez-vous répéter? C'est acceptable, et c'est même une compétence en soi que de savoir demander une clarification. Mon ami, je réalise que je t'ai raconté beaucoup de choses aujourd'hui. C'est parce que cette expérience a été vraiment importante pour moi, et je voulais la partager avec toi honnêtement. Pas seulement les bons côtés, mais aussi les difficultés, les doutes, les moments où c'était dur. Apprendre une langue étrangère, c'est un voyage. C'est long, parfois difficile, parfois décourageant. Mais c'est aussi un voyage qui t'emmène vers des endroits magnifiques. Des endroits culturels, intellectuels, humains. Et la destination vaut vraiment la peine de faire le voyage. Si tu as des questions sur ma préparation, sur l'examen B1, sur les ressources que j'ai utilisées, pose-les dans les commentaires. Je lis tout et j'essaie de répondre à tout le monde quand je peux. Et si tu as toi aussi passé cet examen, ou si tu es en train de te préparer, partage ton expérience. Ces échanges sont précieux. On apprend aussi des autres, pas seulement de ses propres expériences. Et n'oublie pas de me dire dans les commentaires depuis quel pays tu regardes cette vidéo. Je suis toujours curieuse de savoir d'où vient ma communauté. Chaque pays, chaque culture, chaque parcours est unique.
Et c'est ce qui rend cette communauté tellement riche et intéressante. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Je te souhaite beaucoup de courage dans ton apprentissage du français, et beaucoup de succès si tu prépares un examen. Tu peux vraiment le faire. Je te dis à bientôt. Mais attends, mon ami, je n'ai pas encore tout dit. Il y a encore des choses importantes que je veux te partager, des choses que j'ai vécues pendant cette période d'apprentissage et que je n'ai pas encore mentionnées. Je veux parler de la solitude de l'apprentissage. Parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Quand on apprend une langue étrangère, surtout dans un pays où cette langue n'est pas parlée autour de soi, il y a des moments de grande solitude. Tu travailles, tu fais des efforts, tu progresses, mais personne autour de toi ne le remarque vraiment. Tes amis ne comprennent pas pourquoi tu refuses de sortir le vendredi soir parce que tu dois travailler tes conjugaisons. Ta famille te regarde avec une légère incompréhension quand tu marmonnes des mots en français pendant le dîner. Et toi, tu es seul dans ta chambre avec tes cahiers, tes applications, tes enregistrements audio. Cette solitude, elle peut être décourageante. Elle peut te faire douter. Est-ce que tout ça vaut vraiment la peine? Est-ce que quelqu'un d'autre sur cette planète fait la même chose que moi en ce moment? Eh bien, oui. Des millions de personnes dans le monde apprennent le français. Des personnes en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, partout. Et beaucoup d'entre elles vivent exactement la même expérience que toi, les mêmes doutes, les mêmes difficultés, les mêmes petites victoires. C'est une communauté invisible mais réelle. Et c'est pour ça que les espaces en ligne, les forums, les groupes de discussion pour les apprenants de français, c'est si précieux. Parce qu'ils te rappellent que tu n'es pas seul. Moi, j'ai trouvé une communauté en ligne d'apprenants de français. Des personnes du monde entier qui apprenaient la même langue, chacune depuis son propre contexte. Et dans ce groupe, on partageait nos progrès, nos difficultés, nos ressources. Quelqu'un trouvait une émission audio utile et le partageait. Quelqu'un d'autre avait une question sur une règle de grammaire et d'autres répondaient. C'était un vrai soutien mutuel, et cela changeait toute l'ambiance de l'apprentissage. Je veux aussi te parler de quelque chose de plus personnel, comment ma vision de moi-même a changé pendant ce processus d'apprentissage. Avant de commencer le français, j'avais une certaine image de moi. Je me voyais comme quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un qui ne faisait rien d'extraordinaire. À l'école, j'étais une bonne élève, mais sans plus. Je n'avais pas de talent particulier qui me distinguait vraiment des autres. Et quelque part, je pensais que certaines choses, comme parler couramment une langue étrangère, c'était pour les autres. Pour les gens qui étaient plus intelligents, ou qui avaient voyagé, ou qui avaient grandi dans une famille bilingue. Apprendre le français, et réussir l'examen B1, ça a complètement changé cette image. J'ai réalisé que je pouvais faire des choses difficiles. Que si je mettais les efforts nécessaires, si j'étais régulière et méthodique, je pouvais atteindre des objectifs qui me semblaient hors de portée. Et cette prise de conscience ne s'applique pas seulement au français. Elle s'applique à tout. Si je peux apprendre une langue étrangère jusqu'au niveau intermédiaire, je peux apprendre d'autres choses aussi. Je peux me fixer d'autres objectifs ambitieux et les atteindre. C'est peut-être le cadeau le plus précieux que m'a donné cette expérience, la confiance en ma propre capacité à apprendre et à grandir.
Mon ami, je veux parler maintenant de quelque chose de pratique que je n'ai pas encore abordé, la question de l'argent. Parce que passer un examen officiel de langue, ça coûte de l'argent. Les frais d'inscription peuvent être assez importants selon l'examen et le pays où tu te trouves. Et il faut aussi prendre en compte les coûts des ressources de préparation, les cours, les livres, les applications. Pour moi, en Afrique du Sud, trouver un centre d'examen n'était pas simple. Il n'y en a pas dans toutes les villes. Et les frais d'inscription représentaient une somme d'argent que je ne pouvais pas dépenser à la légère. J'ai dû économiser pendant plusieurs mois pour avoir les moyens de m'inscrire. Je te dis ça parce que je sais que l'aspect financier est une réalité que beaucoup de personnes vivent. Et je veux que tu saches qu'il existe des options. Certains instituts et alliances culturelles proposent des bourses ou des tarifs réduits. Certaines ressources de préparation sont complètement gratuites en ligne. Et le fait de bien se préparer par soi-même, avec des ressources gratuites, peut réduire le nombre de fois qu'on doit repasser l'examen, ce qui économise de l'argent sur le long terme. Une autre chose que je veux mentionner, c'est la question de l'accent. Quand on vient d'un pays non francophone et qu'on apprend le français, on a souvent un accent. Moi, j'ai un accent qui reflète ma langue maternelle, mes origines. Et pendant longtemps, j'en avais honte. Je pensais que mon accent me trahissait, qu'il montrait immédiatement que je n'étais pas native, que les gens allaient me juger. Mais j'ai appris quelque chose d'important, l'accent n'est pas un défaut. C'est simplement la trace de ton histoire dans ta façon de parler. Beaucoup de personnes dans le monde entier parlent français avec un accent et communiquent parfaitement. Ce qui compte, c'est d'être compréhensible, d'être clair. L'accent ne t'empêche pas d'être compris si tu articules bien et si tu parles à une vitesse raisonnable. À l'examen B1, les examinateurs évaluent la communication, pas l'accent. Ils veulent savoir si tu peux exprimer clairement, si tu utilises un vocabulaire approprié, si ta grammaire est suffisamment correcte pour être compris. Ils ne te pénalisent pas parce que tu ne sonnes pas comme une personne née à Paris. Alors si tu as peur de ton accent, libère-toi de cette peur. Travaille ta prononciation, bien sûr. Essaie de prononcer correctement les sons du français, surtout ceux qui n'existent pas dans ta langue maternelle. Mais n'essaie pas d'effacer qui tu es. Ton accent fait partie de toi. Parlons aussi de la grammaire française plus en détail, parce que c'est souvent là où les étudiants butent le plus. La grammaire française a la réputation d'être difficile, et franchement, cette réputation n'est pas complètement justifiée. Il y a beaucoup de règles, et beaucoup d'exceptions à ces règles. Mais voilà ce que j'ai appris. Il n'est pas nécessaire de maîtriser toute la grammaire française pour passer le B1. Le niveau B1 requiert une bonne maîtrise des structures de base. Les temps principaux du passé, du présent et du futur. Les accords de base. Les phrases relatives simples avec qui et que. Les comparatifs et les superlatifs. Les pronoms personnels et les pronoms compléments d'objets directs et indirects. Ce que tu n'as pas besoin de maîtriser parfaitement au niveau B1, c'est le subjonctif dans tous ses usages, les constructions très complexes de la phrase, les temps littéraires comme le passé simple. Ces choses viennent avec le niveau B2 et au-delà. Donc quand tu prépares l'examen B1, concentre-toi sur les structures que ce niveau demande. Ne te décourage pas en essayant d'apprendre des choses qui sont au-delà de l'objectif actuel.
Avance étape par étape, sans te disperser. Mon ami, je veux aussi te parler d'une chose qui peut sembler évidente mais qu'on oublie parfois, l'importance du plaisir dans l'apprentissage. Si tu abordes le français comme une corvée, comme quelque chose de difficile et d'ennuyeux que tu dois faire, tu vas souffrir. Et cette souffrance va ralentir ta progression. Mais si tu arrives à trouver de la joie dans l'apprentissage, si tu découvres des aspects de la langue et de la culture qui t'enthousiasment vraiment, alors tu vas progresser beaucoup plus vite. Parce que quand on est passionné par quelque chose, on y consacre plus de temps, on fait plus d'efforts, et on absorbe mieux les informations. Pour moi, la joie est venue de la musique francophone. J'ai découvert des chanteurs, des chanteuses, des groupes qui faisaient de la musique que j'aimais vraiment, et qui chantaient en français. Écouter ces chansons était à la fois un plaisir et un apprentissage. Je regardais les paroles, j'essayais de comprendre les mots, j'apprenais des expressions nouvelles. Et tout ça de façon agréable, sans avoir l'impression de travailler. Trouve ce qui te passionne en français. Peut-être que c'est la littérature. Peut-être que c'est la cuisine, les recettes en français. Peut-être que c'est un sport que tu suis et dont tu peux lire les commentaires en français. Peut-être que c'est une série télévisée. Peu importe quoi, mais trouve quelque chose qui te donne envie de t'engager avec la langue. Je veux parler aussi de la mémoire et des techniques pour mieux retenir le vocabulaire. Parce que le vocabulaire, c'est vraiment la fondation de tout. Sans mots, tu ne peux pas construire de phrases. Et apprendre du vocabulaire peut sembler fastidieux. La technique qui a le mieux marché pour moi, c'est d'apprendre les mots dans leur contexte, pas isolément. Quand tu vois un mot nouveau, ne le note pas seul. Note-le dans une phrase, dans une expression, dans un contexte qui lui donne du sens. De cette façon, quand tu te souviendras du mot, tu te souviendras aussi de comment l'utiliser. Une autre technique, c'est la révision espacée. Au lieu de réviser les mêmes mots tous les jours, tu les révises à intervalles croissants. Tu révises un mot le premier jour. Ensuite le troisième jour. Ensuite le septième jour. Ensuite après 2 semaines. Et ainsi de suite. Cette technique correspond à la façon dont notre cerveau consolide les informations dans la mémoire à long terme. Il y a des applications et des systèmes de cartes de mémorisation qui utilisent automatiquement ce principe de révision espacée. Si tu ne les utilises pas encore, je te les recommande vraiment. Et encore une chose sur la mémoire, le sommeil. Dormir suffisamment, c'est crucial pour l'apprentissage. Pendant le sommeil, notre cerveau consolide et organise les informations de la journée. Si tu ne dors pas assez, tu vas oublier plus facilement ce que tu as appris. Je sais que c'est tentant, quand on veut apprendre vite, de sacrifier des heures de sommeil pour travailler plus. Mais c'est contre-productif. Dors bien, et tu apprendras mieux. Mon ami, parlons aussi de la question du bilan régulier. C'est quelque chose que j'ai appris à faire pendant ma préparation et qui m'a vraiment aidé. Toutes les 2 semaines environ, je m'arrêtais et je me demandais, où en suis-je? Qu'est-ce que j'ai appris ces 2 dernières semaines? Quelles sont mes forces actuelles? Quelles sont mes faiblesses? Et qu'est-ce que je vais faire pour les 2 prochaines semaines? Ce bilan régulier m'aidait à rester sur la bonne piste,
à ne pas oublier certains aspects de la langue et à ajuster ma préparation selon mes besoins. Par exemple, si je réalisais que j'avais beaucoup travaillé la grammaire ces 2 dernières semaines mais peu la production orale, je planifiais de consacrer plus de temps à l'oral dans les semaines suivantes. Sans ce type de bilan, il est facile de travailler ce qu'on aime ou ce qu'on trouve facile, et de négliger ce qui est difficile. Mais l'examen évalue toutes les compétences de façon équilibrée. Il faut donc travailler toutes les compétences de façon équilibrée. Je veux aussi te partager quelque chose d'amusant que j'ai remarqué pendant mon apprentissage, les emprunts entre le français et l'anglais. Parce qu'en Afrique du Sud, ma langue principale est l'anglais, et j'ai été étonnée de voir à quel point les 2 langues ont des mots en commun ou des mots très similaires. Il y a beaucoup de mots en français et en anglais qui viennent du latin et qui se ressemblent beaucoup. Important se dit pareil en français et en anglais, tout comme possible, information, communication, situation, nation et tradition. Ces mots qu'on appelle les faux amis peuvent parfois piéger, mais beaucoup de ces ressemblances sont vraiment utiles. Par contre, les vrais faux amis, ce sont les mots qui ressemblent à un mot anglais mais qui ont un sens complètement différent. Par exemple, actually en anglais signifie en réalité, mais actuellement en français signifie en ce moment, maintenant. Ce n'est pas du tout pareil. J'ai fait cette erreur plusieurs fois au début, en utilisant actuellement là où je voulais dire en réalité. C'est le genre d'erreur qui peut créer une confusion. Apprendre ses faux amis, c'est important quand on est anglophone et qu'on apprend le français. Il y en a une liste assez longue, et les connaître peut éviter bien des malentendus. Mon ami, je veux maintenant te parler de quelque chose qui m'a beaucoup touché pendant cette expérience, la générosité des gens qui parlent français et qui aident les apprenants. Pendant mes recherches de partenaires de pratique linguistique, j'ai rencontré plusieurs personnes francophones qui donnaient de leur temps pour aider des apprenants comme moi. Elles corrigeaient mes messages, répondaient à mes questions, me donnaient des explications patientes. Sans rien demander en retour, si ce n'est parfois la possibilité de pratiquer leur propre anglais. Cette générosité m'a vraiment touchée. Et elle m'a rappelé que derrière une langue, il y a des personnes. Le français, ce n'est pas seulement de la grammaire et du vocabulaire. C'est la langue de millions de gens qui vivent, qui rient, qui travaillent, qui rêvent dans cette langue. Et quand tu apprends le français, tu entres en contact avec ces gens. Tu peux les comprendre, et ils peuvent te comprendre. C'est quelque chose de profondément humain. Je pense parfois à tout ce que j'aurais manqué si je n'avais pas appris le français. Toutes ces conversations que je n'aurais pas pu avoir. Tous ces textes que je n'aurais pas pu lire. Toutes ces musiques que je n'aurais pas vraiment pu apprécier. Toutes ces personnes que je n'aurais pas pu vraiment connaître. Apprendre une langue, c'est s'ouvrir à un univers entier. Et cet univers était là, juste derrière une barrière de grammaire et de vocabulaire que j'ai réussi à franchir. Mon ami, avant de vraiment conclure, je veux donner quelques conseils très pratiques pour le jour de l'examen lui-même. Des choses auxquelles on ne pense pas toujours mais qui peuvent vraiment faire la différence. Premièrement, gère bien ton temps. Chaque partie de l'examen a une durée limitée. Si tu passes trop de temps sur une question difficile, tu risques de ne pas avoir assez de temps pour les questions suivantes. Si tu bloques sur quelque chose, passe à la question suivante et reviens à la fin si tu as le temps. Deuxièmement, lis toujours les consignes attentivement. Je sais que ça semble évident,
mais sous l'effet de la pression, on peut lire trop vite et mal comprendre ce qu'on nous demande. Prends le temps de lire et de comprendre chaque consigne avant de commencer à répondre. Troisièmement, ne laisse jamais une question sans réponse. Si tu ne sais pas la réponse à une question, fais une estimation raisonnée. Dans les exercices à choix multiples, élimine les réponses qui te semblent clairement incorrectes et choisis parmi celles qui restent. Laisser blanc, c'est garantir 0 point. Répondre, même avec incertitude, c'est donner une chance de gagner des points. Quatrièmement, pour la production écrite, relis toujours avant de rendre. Même si tu te sens pressé par le temps, prends 2 ou 3 minutes pour relire ton texte. Tu vas probablement trouver des petites erreurs à corriger. Cinquièmement, pour la production orale, si tu ne comprends pas une question de l'examinateur, demande-lui poliment de répéter. C'est tout à fait permis et ça montrera que tu sais gérer ce type de situation en français, ce qui est aussi une compétence. Sixièmement, pense à ta posture et à ta voix pendant l'oral. Parle assez fort pour que l'examinateur t'entende clairement. Regarde-le de temps en temps, pas fixement, mais naturellement. Et essaie de sourire. Un visage détendu communique la confiance, même si tu te sens nerveuse intérieurement. Septièmement, n'oublie pas que l'on accorde des points pour la communication globale, pas seulement pour la perfection grammaticale. Un texte écrit avec quelques erreurs de grammaire mais des idées claires et bien organisées peut avoir une bonne note. Une réponse orale avec quelques hésitations mais une communication efficace aussi. La perfection n'est pas l'objectif au niveau B1. L'objectif, c'est de communiquer. Mon ami, il y a une dernière réflexion que je veux partager avec toi, et c'est peut-être la plus importante. L'apprentissage d'une langue est un processus continu. Il n'y a pas vraiment de point final. Même les locuteurs natifs continuent d'apprendre leur propre langue toute leur vie, découvrant de nouveaux mots, de nouvelles expressions, de nouvelles façons de s'exprimer. Le B1 est une étape importante, mais ce n'est qu'une étape sur un chemin qui peut continuer aussi loin que tu le souhaites. Ce chemin, il t'appartient. Tu peux choisir de t'arrêter au B1 si c'est suffisant pour tes besoins. Tu peux choisir de continuer vers le B2, le C1, la fluidité presque native. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui compte, c'est que tu fasses un choix conscient et que tu avances avec intention. Pour moi, je sais que je vais continuer. Le français est maintenant une partie de ma vie. Et même si parfois c'est encore difficile, même si je fais encore des erreurs, même si je ne comprends pas toujours tout, je n'ai plus peur. J'ai la preuve que je peux apprendre. Et cette preuve, c'est l'examen B1 que j'ai réussi. Si je pouvais résumer toute cette expérience en quelques mots, je dirais ceci. Le chemin est long, mais chaque pas compte. Les difficultés font partie du voyage. Et la destination vaut vraiment la peine d'y aller. Merci, mon ami, d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Je t'embrasse fort, depuis l'Afrique du Sud, où que tu sois dans ce grand monde. Et bonne chance dans tout ce que tu entreprends.